tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur David Brie, qui a publié son dernier livre, Le sorcier de Mont-de-Brume, en 2024, un roman de fantasy jeunesse chez Nathan. Alors, je vais vous faire une petite liste de ses écrits. En littérature jeunesse, on peut retrouver Le Clan du Chaudron, dont le tome 6 arrive bientôt, en avril, publié chez Nathan. Les Héritiers de Brizen, qui est une série de 5 tomes, également publiée chez Nathan. Le garçon et la ville qui ne souriait plus, publié chez Lynx Éditions. La littérature de science-fiction, fantasy aussi, avec plus de romans. Donc je ne sais pas si je vais tous les citer, mais il y en a pas mal, dont notamment vous devez connaître Que passe l'hiver ou Le chant des géants. Je pense que vous devez savoir de quel roman je parle. Qui sont publiés, alors Le Chant des Géants chez HSN, les éditions de l'Homme sans nom, et Que passe l'hiver, identique, et chez Pocket également, on peut retrouver ces romans en poche. Et nous avons également plusieurs nouvelles publiées dans différents recueils, comme Elfe Assassin pour les Imaginales, aux éditions Mnemos, ou bien Contrepoint, une anthologie des éditions ActuSF, ou encore, vous pouvez trouver Au cœur de la forêt chez Ouzou Éditions. Bonsoir David et bienvenue sur ce podcast. Je n'ai pas fait toute la liste parce qu'elle est trop longue et je te félicite vraiment pour cette belle carrière. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très content d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et voilà, la liste est longue, surtout les nouvelles, il y en a pas mal. Même les romans, ça commence à faire beaucoup. Donc ouais, restons sur les derniers. C'est toujours c'est jamais les plus importants parce que chaque roman est une pierre sur un chemin, mais c'est souvent, en tout cas pour moi, ceux qui sont censés être les plus représentatifs de ce que je fais aujourd'hui, ce qui me semble logique, parce que je suis toujours très bavard, je suis horrible à chaque fois. Moi j'écoute. C'est que je crois vraiment qu'on apprend à chaque histoire qu'on écrit, à chaque roman qu'on écrit, et les derniers écrits sont censés refléter ce que l'on fait de mieux, ou ce qu'on espère faire de mieux à un moment donné. Et c'est en ça que j'aime bien rester sur mes derniers romans, tout le temps, et ça c'est super important, sans jamais renier ce qu'on a fait avant et qui sont peut-être parfois un peu moins aboutis parce qu'on était plus jeunes, moins expérimentés, etc. Ouais, j'imagine, il y a une phrase qui dit qu'on devient écrivain en écrivant. Ah mais je trouve ça tellement vrai. C'est vraiment, et pour moi tout ça c'est un chemin. Je dis souvent quand je fais des rencontres scolaires ou même avec des adultes en médiathèque qu'il y a des génies dont je ne fais pas partie. Il y en a assez peu qui dès leur première histoire arrivent à faire quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je sais pas. Et puis en plus je crois que heureusement qu'on ne sait pas pourquoi. Et c'est très rare, et c'est très chouette, et il y a un côté admirable. Et je crois vraiment que la grande majorité dans laquelle je me situe, et avec beaucoup de fierté, et je crois que ce chemin-là me convient vraiment. Je crois que j'aurais pas aimé l'autre chemin. C'est celui où on avance petit à petit, où l'écriture est un artisanat. C'est vraiment l'artisanat où on apprend à chaque histoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, et on s'améliore. Et c'est en ça que c'est un chemin. Et je crois que ce chemin n'a pas de fin, il ne doit pas avoir de fin. C'est un chemin qu'on fait chacun à son rythme, avec les histoires qui nous prennent aux tripes, qui nous prennent au cœur, et tout cet aspect technique qui est fascinant à travailler. C'est comment travailler l'écriture, comment travailler le rythme, comment travailler la musique de l'écriture. Et c'est tout ça qui est fascinant et qu'on apprend vraiment à chaque histoire et que j'apprends. Et vraiment, et je terminerai là-dessus, quand j'écris, avant, c'était vraiment l'histoire qui me prenait et qui prenait toute la place. Aujourd'hui, alors évidemment, j'écris parce que je veux raconter une histoire, mais je prends autant de plaisir à raconter l'histoire qu'à
qu'à travailler la manière de la raconter. C'est un vrai plaisir, cet artisanat, cette technique que je prends à chacun de mes romans. Je comprends, tout à fait. Et pour qu'on en sache un petit peu plus sur qui tu es et comment t'en es arrivé à devenir auteur. Alors moi, c'est un rêve de gamin. Quand j'étais petit, c'est quoi ton métier plus tard? C'était être écrivain. Ah, chouette. Ah mais vraiment, moi c'était et c'est pour ça que je suis souvent assez reconnaissant. Reconnaissant dans le sens où je suis. J'aime bien dire merci parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Je crois que j'ai de la chance. Alors je travaille beaucoup, je donne vraiment tout ce que je peux dans mes livres, mais je crois qu'il y a aussi une petite part de chance. Et je crois du coup que j'en ai pas mal de faire ce métier que je rêvais de faire. Tout petit, vraiment dès que j'ai appris à lire, j'ai adoré ça et j'adore toujours ça. La lecture, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien, vraiment. L'écriture aussi, parce que c'est une manière d'agrandir le monde. Et ça, je trouve ça super important, c'est que en lisant, on peut être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. On peut être un chien détective privé, on peut être un Vénusien, on peut être une reine d'Égypte, on peut être un barbare, on peut être tout. Et c'est fantastique. Le temps d'une histoire, moi je trouve ça vraiment fantastique. Et c'est quelque chose que aujourd'hui je mets des mots dessus. Mais c'est vraiment quelque chose c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a attrapé gamin, qui ne m'a jamais lâché. Et le fait d'être écrivain, c'est venu tout aussi naturellement. Alors j'ai commencé à écrire très jeune. Alors, on écrit tous à l'école. Mon j'écrivais à l'école et j'écrivais aussi en dehors de l'école. J'ai fait ma première nouvelle, j'avais 9 ans. Ah oui. Vraiment, c'était mon premier roman, j'avais 12 ans quand j'ai écrit mon premier roman. Wow. Ouais, non, c'était vraiment. Après, j'ai écrit du théâtre, ça me passionnait aussi le théâtre. Voilà, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des vocations, qu'elles soient écrivains, infirmières ou infirmiers, instituteurs. Dans ma famille, j'ai des gens qui rêvaient d'être instituteurs, j'ai des gens qui rêvaient d'être psychologues, qui sont des très très beaux métiers. Moi, mon rêve, c'est d'être écrivain. Alors, c'est un métier qui est un peu plus dur. C'est plus difficile de devenir écrivain que de devenir instituteur, même si je pense que je serais pas forcément un très bon instituteur. C'est un métier incroyable. Mais en tout cas, écrivain, c'est pas un métier qui est évident. C'est difficile de le devenir, c'est difficile d'être publié, c'est difficile de rester écrivain, c'est très difficile d'en vivre. Et du coup, voilà, c'est un métier où, de manière générale, et là aussi, sauf exception, et il y en a, et heureusement, mais exception dont je ne fais pas partie, auquel on parvient au bout en général de pas mal de temps, de pas mal de romans. Et donc j'ai jamais lâché. J'ai jamais abandonné cette idée. Alors il y a eu des beaux moments, il y a eu des mauvais moments. Et c'est jamais c'est jamais une situation stable, parce que c'est un métier artistique et comme quasiment tous les métiers artistiques, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais c'est pas grave du tout, ça fait partie du métier. Mais par contre, le truc que je trouve important de dire là-dedans, c'est que si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent devenir écrivains, ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais lâcher, quoi. C'est que on peut y arriver et j'en suis la preuve vivante. Il y a personne autour de moi. Enfin, moi, j'ai été publié en envoyant mon manuscrit par la poste. D'accord. Il y avait personne. Enfin, dans ma famille, il y a aucun artiste, il y a rien. J'ai jamais été aidé. Il y en a qui le sont et c'est pas grave. Enfin, peu importe. Parce qu'il y a souvent une sorte de légende qui dit que ceux qui sont édités parce qu'ils ont des potes ou qui sont. Ah, oui, évidemment, ça arrive. Le monde, il est aussi comme ça, mais c'est pas réservé à ces gens-là. Ouais, donc il faut jamais lâcher ses rêves de manière générale, jamais. Oui, après, si on prend Stephen King, qui a mis, je crois, 30 refus avant qu'on lui prenne Carrie, je crois. Oui. Et vu la carrière qu'il a, on se dit, ok. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que il y a un truc, alors ce que je trouve un peu idiot quand j'y repense aujourd'hui, où en fait, quand mes bouquins ont commencé à marcher, alors un tout petit peu parce que mes bouquins, je suis pas un gros vendeur, et quand mes bouquins ont commencé à un peu marcher, je me suis pris la tête en me disant mais qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être comme écrivain, enfin un truc un peu débile, enfin mais je dis ça avec le recul.
parce que sur le coup, je voyais pas trop, parce que j'aime tellement lire, et il y a tellement d'écrivains que j'adore et que j'admire. Mhm. Et je me disais, mais ok, et moi, qu'est-ce que je veux être? Alors, j'ai pas du tout d'ego surdimensionné, j'ai pas d'envie de statut, j'ai pas d'envie de nom, mais sauf que j'avais du mal à me situer dans tout ça. Et, et en fait, je suis revenu à ce truc d'artisanat. Moi, j'écris pas pour être célèbre, parce que en plus, je déteste l'idée d'être célèbre. Je n'écris pas pour être riche. Moi, je veux juste vivre de mon écriture. De ta passion. Et en fait, je crois qu'on est nombreux où en fait, nos écrits ne vont pas nous survivre. Mais en fait, c'est pas grave du tout. On s'en fout. Enfin, je m'en fous et je sais que je suis pas le seul. En fait, on va écrire pour le temps d'une histoire, faire s'évader un gamin, un ado, un adulte, et ça suffit en soi. Pas besoin de vouloir être des grandes stars qu'on ne sera pas de toute manière, et ça ne sert à pas grand-chose. Je crois que le principal, c'est de donner de temps en temps, quand on y arrive, le même plaisir au lecteur que nous, on a quand on lit un bon livre. Et je crois que c'est ça la finalité. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime profondément. J'adore ça. Ah bah, j'imagine. Et quand tu réfléchis à tes histoires, est-ce que tu as une manière de t'inspirer, ou est-ce que ça devient comme ça, ou est-ce que tu y travailles pendant des jours et des jours, ou est-ce que tu as un chemin que tu suis? Non, j'ai plusieurs chemins. Y a, en ce moment, c'est pas mal la contrainte. La contrainte où les trucs qu'on va me proposer. Et la contrainte est assez créative chez moi, mais je pense chez beaucoup de monde. On va me dire, tiens, David, est-ce que ça te dirait une série pour les plus petits, et un truc que j'ai jamais fait. Et moi, je me dis, ok, alors, et en fait, assez rapidement, je vais avoir une idée. Je sais pas, enfin, là, ça me fait des trucs dans la tête. Je pense des feux d'artifice où je me dis, ça va être compliqué de faire ça. Et du coup, de fil en aiguille, je vais trouver une idée qui va me faire dire, waouh, ça, j'ai envie de faire ça. Donc, soit, alors, parce qu'en fait, quand les éditeurs, j'ai de la chance là aussi, c'est que ils me proposent ils viennent me voir en disant, David, est-ce que tu voudrais bien nous écrire un truc? Et ils sont jamais très précis, parce que de toute façon, moi, j'aime pas ça. Si on vient en me disant, David, est-ce que tu peux nous faire une histoire pour des enfants pour des petites filles de 9 ans et demi qui adorent les licornes à pois rouges, et ben en fait ça il y a trop de contraintes, et puis en plus je vais pas me sentir libre, et ça va c'est tout ce que je déteste en fait. Alors que si on me dit, ouais, David, une histoire de fantasy pour les gamins, un truc mignon, et ben paf, ça y est, là je vais partir, parce qu'en plus ça me parle aussi. Mais ouais, quelque chose d'un peu vague, et ça va me faire tout de suite réfléchir. Ça, c'est une manière pour moi d'aller chercher mes idées, et l'autre manière qui est très différente, et pour le coup elle est plus viscérale et plus intime, et j'ai pas de préférence entre les deux, hein. Enfin, les deux m'éclatent, et je les trouve assez complémentaires. Enfin, les deux m'intéressent beaucoup. C'est quand les histoires, quand c'est plus moi qui va les proposer une histoire, et c'est plus pour de l'adulte d'ailleurs que ça le fait, où là je vais être soit touché par l'actualité, ce qui m'arrive assez peu. C'est par exemple La Princesse au visage de nuit, qui est un polar fantastique que j'ai écrit. Il vient de l'actualité, puis du fait que je suis papa, etc. Mais lui, il vient de là. Donc, il vient plutôt de l'extérieur, alors que mes autres romans, eux, ils viennent des tripes. C'est que je crois que on est tous hantés, tracassés, émus, émerveillés par un nombre fini de sujets. Il y a des gens qui vont être très touchés par la misère, ou par l'injustice, ou par la richesse, ou par le pouvoir. Il y a autant de trucs que de personnes. Et que quand on est écrivain, on va utiliser ces choses qui nous obsèdent pour les mettre, on va les utiliser, ou on va essayer de se soigner, ou on va essayer de s'en débarrasser, ce qui n'arrive jamais, en les mettant dans nos histoires. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on aime bien un écrivain. Moi, je prends souvent l'exemple de Laurent Godet, qui est un écrivain que j'aime énormément, qui a une mélancolie, je trouve, dans ce qu'il écrit. Il a écrit La mort du roi de Songor, il y a très longtemps, qui est un bouquin qui est magnifique. Le soleil d'Escorta, que j'ai adoré. D'autres encore. Et il y a une sorte de mélancolie dans ces histoires. Et
Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est exactement, je trouve, c'est que quand je vais lire du Laurent Godet, je ne veux pas lire la même histoire, mais je veux retrouver cette mélancolie. C'est ce que j'aime D'accord. chez lui. Quand je vais lire du Virginia Woolf, que j'adore, c'est quelque chose de très éthéré, que j'adore chez elle. C'est une sorte de douceur, et puis c'est une sorte de brouillard, et c'est ça que je vais chercher. Mhm. Et du coup, je crois qu'on a tous ça quand on écrit, c'est que moi, ça va être, il y a de la mélancolie dans ce que j'écris, je crois, parce que j'aime beaucoup ça, la mélancolie. Il y a la mort, je rigole souvent avec les potes, c'est que dans mon bouquin, enfin, il y a plein de gens qui meurent à chaque fois, surtout en adulte, totalement. Mais c'est vrai parce que ça me travaille. Alors, parce que la mort, ça me travaille, pas qu'elle me fasse peur, mais je trouve que puisque la vie se finit, il faut qu'on fasse plein de choses avant. Mhm. Et c'est une sorte de moteur, du coup, pour moi. Il y a l'amour qui me fascine aussi, la jalousie. Et c'est ça que ce sont mes ingrédients, voilà. C'est comme si on avait des ingrédients, chaque auteur ou autrice, Mhm. des ingrédients qu'on va toujours mettre dans nos histoires. Alors, il faut évidemment essayer de les mettre de manière un peu différente et pas tout le temps les doser pareil. Mais il y a quand même de ça, c'est qu'on a toujours un peu les mêmes ingrédients et c'est ça qui va faire que les gens qui aiment ce genre d'histoire vont venir nous trouver et nous retrouver à chaque histoire. Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, j'applique ce que moi, la manière dont je cherche mes histoires, peut-être aussi à la manière dont j'écris, mais je crois vraiment qu'il y a de ça. On aime un auteur ou une autrice pour ce qu'il transmet dans ses histoires, au-delà même de l'histoire. Tout à fait. Et si tu devais, par exemple, réfléchir à tes écrits pour la jeunesse et tes écrits pour les adultes, est-ce que tu préfères écrire pour les enfants, écrire pour les adultes, ou est-ce que c'est du pareil au même, ou est-ce qu'il y a une différence dans ta façon de procéder? C'est très complémentaire. De manière un peu marrant, j'aurais tendance à dire que écrire pour la jeunesse, ça me permet de ne pas complètement déprimer avec tous mes bouquins adultes qui sont terribles. Il y a un fond de vérité là-dedans, mais la jeunesse, alors initialement j'écrivais que de l'adulte, et ce sont les éditions Nathan qui sont venus me chercher pour faire de la jeunesse. Et depuis, du coup, je bosse principalement avec eux en jeunesse, et j'ai continué la jeunesse. Alors, il y a quelque chose, alors j'adore dans mes romans adultes, c'est souvent de la tragédie, c'est souvent des histoires tristes, c'est souvent des histoires j'adore le doux amer, vraiment, c'est quelque chose que je trouve, une histoire quand on finit en larmes, en se disant mais ça pouvait pas être autrement, mais c'est triste, mais ça devait être comme ça. Moi j'adore ça, en tant que lecteur, en tant que, je sais pas, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça parle de mélancolie, ça parle de plein de choses. Mais ça, la vie peut pas être que mélancolique, la vie peut pas être que triste, la vie, elle peut malheureusement, mais si on peut essayer d'éviter. Et le fait de faire de la jeunesse, je trouve que c'est parce que évidemment, moi je trouve qu'évidemment il faut faire autre chose pour la jeunesse. Il faut écrire des histoires. Alors il faut écrire de tout. Il faut évidemment faire des histoires tristes, etc. pour les enfants, parce que alors à leur niveau, mais parce que c'est la vie. Et la littérature, c'est la vie. Oui. Exactement. Mais moi, ce que j'écris quand j'écris de la jeunesse, c'est que j'ai pris le parti pris de faire des histoires qui sont plutôt solaires, qui se terminent en général bien, même s'il y a des défis, même s'il y a des morts des fois, même si ça peut être difficile, mais des histoires où en fait où c'est vraiment qui sont solaires. Et du coup, le fait d'écrire des histoires qui sont épiques, j'aime bien rigoler en fait aussi. J'adore la mélancolie, mais j'aime bien rire, et j'essaie de mettre des choses aussi assez drôles en jeunesse. Je commence aussi à le faire un peu en adulte, mais du coup la jeunesse, ça m'apporte une sorte d'écriture lumineuse, d'histoire lumineuse que j'aime beaucoup. Et il y a autre chose que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, les histoires sont plus courtes. Alors, elles sont pas toujours plus faciles à écrire. Là, j'ai terminé hier une histoire que je devais faire en 15 000 signes et que j'ai fait en 20 000 signes, parce que écrire une histoire avec peu de mots, c'est très compliqué en fait. Et du coup, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve ça. Moi, j'adore la difficulté. C'est pas quelque chose qui me rebute. Au contraire, je me dis ok, je vais essayer, et puis on va voir. Et du coup, travailler des histoires plus courtes, faire un rythme plus court, changer aussi la manière d'écrire. Moi, je trouve ça passionnant en termes de. Tout à l'heure, je parlais d'artisanat, mais là, vraiment, la manière de travailler étant très différente, en fait, c'est passionnant. Vraiment, moi, ça m'éclate. C'est comme si on prenait différents outils pour faire un travail d'écriture, et ça permet de varier. Et ouais, j'adore ça. Je comprends. Et le petit garçon de 9 ans qui a écrit sa première nouvelle, à quoi il pensait à ce moment-là? Comment il s'est lancé dans cette histoire? Il s'est dit, j'ai envie de raconter un truc.
Alors ça remonte à longtemps. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était déjà de la fantaisie à l'époque. C'était déjà une histoire de monstre, c'était une histoire de. Je crois que c'est quelque chose qui, enfin, je crois. Évidemment, écrire, ça fait du bien et que ça permet d'essayer de résoudre des choses, d'échapper. Alors, je suis quelqu'un de très heureux. Hein, je suis très très heureux. Mais on a tous, en tant qu'être humain, des machins qui sont des failles, oui. Ouais, des failles et j'en avais gamin et je crois que c'est Maxime Chatham que j'ai jamais lu. Comme beaucoup de gens, voilà. J'ai toujours honte de ne pas avoir lu quelqu'un qui disait, et ça m'a vachement touché, qui m'a dit n'importe quoi, qui a dit un jour en interview que l'écriture lui avait sauvé la vie. Je sais plus si l'écriture ou la lecture. Et j'ai trouvé ça assez fort. Et sans vouloir lui voler le truc, je crois qu'il y a quelque chose qui aide. Mais certains se réfugient dans le sport, dans la danse, dans la musique, dans le travail, dans l'argent, dans plein de trucs. Ouais, moi, c'était une béquille extraordinaire. Et le gamin que j'étais a eu besoin de la lecture. D'abord de la lecture comme béquille et ensuite de l'écriture. Et par chance, ça a merveilleusement marché. Ah bah oui, j'ai vu ta liste. Et du coup, sur toute cette liste de livres, est-ce qu'il y a des livres que tu as trouvé plus faciles d'écrire, plus difficiles ou qui t'ont plus plu à raconter? Ou est-ce que c'est l'équivalent partout? Non, c'est pas équivalent. Alors, le plaisir, ah zut, oh, évidemment, attends, hop, tac. Je recevais un appel. Le plaisir, il était vraiment identique. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a longtemps fait peur. Avant d'arrêter de travailler pour faire que écrire, j'avais une peur, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est le fait de devoir écrire quelque chose juste pour l'argent et sans le plaisir. Pour pouvoir payer les factures. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur parce que je crois que je suis trop respectueux j'aime trop lire pour bâcler quelque chose. Et puis je crois que j'aurais honte de moi. Et donc du coup, je suis quand même très attentif je peux pas commencer à écrire si j'ai pas envie d'écrire à mort, quoi. D'accord. Donc le plaisir vraiment, il est toujours là. Après, il y a des livres qui ont été plus ou moins difficiles. Je crois que le plus difficile, et je parle pas en termes de quantité de travail, mais c'était La princesse au visage de nuit, qui a été, qui est pourtant pas le plus gros de mes romans, et qui a été d'une difficulté, parce que c'est enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est lié à ça, mais La princesse, ça se passe à plusieurs endroits, enfin 2, c'est pas la mort, sur 2 époques, c'est pas la mort non plus, il y a pas mal de personnages, mais les allers-retours entre les époques, entre les personnages, entre les lieux, ça a été très compliqué, vraiment, et je me souviens m'être arraché les cheveux, m'être posé 25 000 questions sur ce roman. Mon éditeur de l'époque, qui était super, vraiment top, quand j'avais envoyé les 5 premiers chapitres, il m'avait dit c'est pas génial. Ouais, j'en ai bien bavé, mais le bon côté de la médaille, c'est que j'ai terminé là il y a un mois. Il y a un mois, même pas. Un roman de science-fiction, mon premier roman de science-fiction, qui pour le coup se passe aussi à différentes époques, de manière bien moindre que La princesse, mais dans différents endroits, et avec plein de personnages. Et je l'ai écrit avec beaucoup de facilité. Alors, c'est énormément de travail, hein, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait les difficultés que j'ai eues sur La princesse, ça t'a servi. M'ont permis d'apprendre. Mais ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important d'écrire et qu'à chaque écrit on apprend, parce que là pour le coup, mon roman de SF qui est 2 fois plus gros que La princesse au visage de nuit, qui a vraiment, c'est un énorme morceau en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes d'enjeux. Enfin. Et ben en fait, ça a été facile, mais parce que j'ai fait La princesse avant. Et donc du coup, le plus difficile, c'est La princesse. Et en termes de facilité, en roman adulte, je dirais mon roman de SF, qui pourtant il est d'ailleurs très gros, très très gros. Donc ça a été beaucoup de travail, mais j'ai pas eu de difficulté.
Mais le plus facile à écrire, quoique celui-là était facile, mais encore plus facile, c'est Le Chant des Géants. Alors Le Chant des Géants, il a une histoire marrante parce que c'était une commande de la part d'une maison d'édition et qui n'est pas celle avec qui je l'ai sorti au final. Et quand j'ai eu la commande, j'étais très embêté parce qu'il m'avait fait une commande juste d'un roman de fantasy. Ok, bon, très bien. A priori, je savais faire, mais sauf que je sais que, et on en revient à tout à l'heure, c'est le plaisir d'écrire. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? Quelle histoire j'ai envie de raconter? Et à l'époque, je travaillais. Et le midi, je mangeais jamais avec mes collègues qui me trouvaient un peu bizarre, mais parce que moi, je réfléchissais à mes histoires. Et je me souviens, ça m'a marqué, mais pendant 2 mois, 3 mois, tous les midis, je marchais pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans ce monde fantasy? Et vraiment, j'ai galéré comme rarement avant d'écrire l'histoire. Et par contre, une fois que j'ai trouvé comment écrire l'histoire, enfin, une fois que j'ai trouvé, ce que je voulais écrire comme histoire, eh bien, là, ça a été, pareil, ça m'a marqué. C'était marrant, c'est que mon éditeur, quand il a reçu le manuscrit, c'était un premier jet. C'est que je venais l'écrire. Alors évidemment, j'avais relu après, mais j'ai quasiment rien retravaillé. Et il me dit, écoute David, c'est vraiment bien. On l'envoie comme ça, à l'impression. Alors j'ai dit, t'es dingue, jamais de la vie. Alors il le faisait un peu exprès parce qu'il sait que je suis un peu perfectionniste. Mais on a retravaillé quelques trucs, on n'a pas retravaillé grand-chose. Et vraiment, le Chant des Géants était très facile à écrire. Alors j'insiste, facile, ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas de questions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... avec l'écriture et l'expérience, c'est ce qui rend les choses plus souples. Ouais. Et vraiment, je le vois, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis, une amie autrice, où en fait, au bout de... Là, j'en suis à 24-25 romans, en comptant aussi les jeunesses, et vraiment, on voit, et on se disait, elle et moi, on voit l'effet que ça a de commencer à avoir vraiment l'habitude d'écrire. C'est que avant, et je terminerai là-dessus, c'est que par exemple La Princesse au visage de nuit ou Que passe l'hiver, la version qui était dans la version, le roman final, c'était la grosso modo c'était la 3e version du roman. D'accord. Bien retravaillée. Sur Le Chant des Géants comme sur mon roman de science-fiction, c'est la V1 améliorée avec des corrections éditoriales. Mais c'est le premier jet est quasi bon. Et ça, c'est vraiment l'expérience. Ah bah oui, parce que du coup, ça veut dire que ton texte était prêt dès l'écriture. Ouais. Alors, par contre, j'insiste, c'est que il a toujours besoin d'un regard éditorial. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Enfin, un regard éditorial, moi, je trouve ça fondamental. Vraiment, c'est jamais je ne voudrais ni pourrais me passer d'un regard édito. Qu'il y ait beaucoup de travail après ou peu de travail, peu importe. Mais moi, c'est super important parce que ça apporte le recul que nous on n'a pas. Donc il y a besoin d'une passe édito, mais les passes édito sur Le Chant des Géants comme sur mon roman de SF ont été très light. Elles ont été indispensables, et elles ont évidemment amélioré les 2 romans, mais avec beaucoup moins de retravail. Il y a pas eu de travail de structure, il n'y a pas eu d'ajout. Enfin, c'est assez incroyable, je trouve. D'accord, c'est pas mal. Et maintenant, si tu nous parlais de ton premier roman publié, comment tu l'as vécu, comment tu l'as choisi et qu'est-ce qui t'a motivé à te dire ça y est, celui-là, c'est le bon, je le lance. Alors je fais oh là là parce qu'en fait, j'ai un très joli discours en disant que chaque livre, il faut en être fier. Et qu'en fait, mes premiers, j'en suis. Non, c'est pas vrai. J'allais dire, j'en suis pas très fier. J'aurais bien aimé faire quelque chose de mieux pour les premiers. Et je dis ça en plus alors que je l'ai pas relu, mais je me fie aux chroniques que j'ai lues à l'époque et qui m'ont un peu marqué, qui étaient toutes très 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 acerbes, très dures, mais à juste titre certainement. Enfin vraiment, j'ai pas de souci avec ça. En fait, c'est le premier roman que j'avais. Donc moi j'ai écrit tout le temps jusqu'à 23, 24, 25, et puis après j'ai comme une longue pause où j'écrivais plus de texte, j'écrivais du jeu de rôle. D'accord. Des scénarios de jeu de rôle. Et c'est une longue histoire de jeu de rôle. Pendant 10 ans, j'ai été maître de jeu. Et je racontais une histoire à mes amis. Et on se voyait une fois par mois, souvent chez moi. Et c'est une histoire de fantasy. Et pendant 10 ans, je leur ai fait un peu comme je fais, enfin vraiment, parce qu'il y avait déjà toute cette matière de mélancolie, de mort, d'amour, et
et les pauvres, je les ai un peu malmenés. Après, ils ont vécu aussi des belles aventures, mais je les ai fait pleurer, je les ai fait, on a tout fait. Et quand l'histoire s'est terminée au bout de 10 ans, ils étaient tristes que ça se termine. Moi, j'étais triste aussi que ça se termine, mais il fallait que ça se termine. Et ce que j'ai fait, c'est que pour qu'on n'oublie pas toutes ces, même si de toute façon on n'avait pas oublié, mais je voulais vraiment laisser un souvenir de ça. En fait, j'ai tout réécrit. J'ai passé 3 ans à réécrire. Et encore, il n'y a même pas toute l'histoire d'ailleurs, mais 3 ans à réécrire. Et je l'ai fait imprimer sur Internet. Et quand je leur ai donné à mes potes, ils m'ont dit, mais David, toi qui rêves d'être écrivain, alors j'étais super content, j'étais hyper content aussi. Ils me disent, mais envoie-le à une maison d'édition. Je dis, mais moi, bêta comme je suis, je n'avais même pas pensé. Et je l'ai envoyé, mais c'est là où je disais tout à l'heure qu'il faut un peu de chance, c'est que je l'ai envoyé à 3 maisons d'édition. D'accord. Et c'est Mnemos qui l'a accepté et qui a sorti. Alors c'était un pavé il y avait plus d'1 million de signes. Waouh. Ça a été coupé en 3 et c'est devenu une trilogie. Je crois que c'est même 1,2 million. C'est devenu une trilogie, donc la trilogie s'appelle La Seconde Chute d'Arvalon. D'accord. Mais qui est vraiment pas mon meilleur roman. Enfin, je crois une fois de plus, mais bon, je suis sûr que ça peut pas être. Bon, bref. Et donc c'est comme ça que j'ai été publié. Donc avec un peu de chance. Et par contre, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté de proposer des textes. C'est vraiment parce que j'avais lu une fois ou entendu, je sais plus, mais que le plus difficile, c'est pas le premier, mais c'est le second roman. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est difficile après de rebondir. Quand on a la chance d'avoir un éditeur qui vous suit, c'est une grande chance. Moi, c'était pas le cas à mes débuts. J'ai mis du temps avant de trouver des bons éditeurs. Et du coup, quand on n'a pas un éditeur qui nous suit, c'est assez compliqué. Surtout que les chiffres de vente sont en général pas faramineux. Moi, ils n'étaient pas faramineux du tout. Donc, ça a été assez compliqué jusqu'à temps que j'arrive chez L'Homme Sans Nom, où là, ça a été un peu plus simple. Parce que L'Homme Sans Nom avait et a toujours une politique de suivi des auteurs. Oui. C'était une chouette maison pour ça. Oui, on a rencontré avec mes camarades de promo Dimitri lors de notre formation avec l'ICAR, donc oui, je reconnais qu'il a l'œil pour repérer ce qu'on a besoin de savoir. Ouais, non, il est très chouette éditeur. Tout à fait. Et si je te demandais maintenant, si tu avais des habitudes ou un rituel ou un truc qui te met dans l'ambiance, tu dis là, ça y est, c'est l'heure, je vais écrire. Est-ce que tu as besoin de choses pour te mettre en train ou tu as juste à t'asseoir et tu tapes sur le clavier, voilà? Je fais partie je suis très obsessionnel, et très discipliné, mais j'allais dire, je suis très obsessionnel dans la discipline, c'est-à-dire que moi je m'y colle toute la journée et même le soir, je travaille. En fait, quand je travaillais, j'écrivais le soir. Donc, la journée, je travaillais et j'écrivais le soir à partir de 21h par là, jusqu'à 11h, minuit, ça dépendait. Et aujourd'hui, j'ai gardé ce rythme-là, sauf que du coup, j'écris aussi la journée. Mais donc, j'écris dès que mes enfants partent au collège, je commence à écrire. J'écris jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et puis ensuite, je recommence à écrire le soir. Donc, c'est vraiment ce que j'en ai parlé pas. Il y a autant de manières d'écrire que d'écrivains. Il y en a qui bossent que le matin, d'autres que l'après-midi, d'autres qui bossent la nuit. Moi, je bosse toute la journée, je bosse le soir. Après, mon rituel, c'est je me fais 3 litres de thé et c'est de la musique. Moi, j'écris j'écris toujours musique parce que j'adore la musique, parce que ça se met dans l'ambiance. Ça me transporte. Ouais, ça met l'ambiance, ça me met une ambiance, ça me transporte très facilement la musique. Et puis voilà, j'écris que je sois content, pas content, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, que je sois inspiré, pas inspiré. J'écris. Alors des fois, je vais écrire très peu et des choses très nulles que je devrais corriger beaucoup plus. Et puis des fois, ça se passera plus facilement. Mais en tout cas, peu importe, j'écris tous les jours. Alors, j'écris pas le week-end pour avoir une vie de famille, mais sinon, j'écris tout le temps. D'accord. Ok. Et maintenant, si on parlait de ton actualité, est-ce que tu as des dernières sorties prévues, des salons, des dédicaces ou de nouveaux projets qui t'attendent? Ouais, j'en ai pas mal. Je suis hyper un peu dans les sorties.
Alors attends que je rassemble mes idées. Donc j'ai Les Héritiers de Briseide, donc qui est une série en 5 tomes chez Nathan qui ressort là chez PKJ. Donc en 2 tomes, c'est l'intégrale. Donc le premier tome qui équivaut, c'est compliqué ça, au tome 1, 2, 3 du grand format. Enfin bref, la première moitié est sortie il y a 2 semaines là, le 20 février chez PKJ, et la suite F1 sortira au mois d'août. D'accord. Ensuite, en jeunesse toujours, Le Clan du Chaudron, qui est une petite série pour les 7-9 ans, qui me fait bien marrer. Donc là, on a le tome 6 qui va sortir tout début avril avec Jérôme Pellissier, qui est incroyable aux illustrations. Il y aura un tome 7 l'an prochain. Et Nathan ressort ça dans un nouveau format qui s'appelle Étoile filante, qui est super joli. Donc du coup, ils sortent à la fois le tome 6, mais aussi ils ressortent les tomes précédents. Donc ça va émailler un petit peu l'année en termes de sortie. J'en ai plusieurs qui vont sortir. En jeunesse, toujours, j'en ai encore 2. J'ai un petit roman, et ça c'était marrant, parce que pour le coup, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et là, ce sont les éditions Ozu qui m'ont proposé de faire un petit livre-jeu. Et moi, j'adore jouer. Alors, je dis, ah ouais, trop bien, super. Et puis, je leur ai dit, on va faire un truc de fantasy, ça va être trop bien. Et puis, là, l'éditrice me dit, mais tu peux pas nous faire un truc de pirate, David? Et moi, mon premier avis, c'était de me dire, oh là, mais les pirates, c'est pas du tout mon truc. Mais j'aime bien cette idée quand même d'essayer. Et du coup, je dis, ok, on va essayer. Et je me suis éclaté à faire cette histoire de pirate au format jeu, et je pensais que ça serait hyper simple. J'ai galéré, mon Dieu. Mais j'ai adoré. J'ai appris plein de trucs, c'était hyper intéressant. J'espère que je ne les aurais pas trop embêtés. Chez Ozu, ils ont été adorables. Les illustrations sont magnifiques. Et donc ça sort fin août. C'est pour les plus petits, c'est du 6, 9, 6, 10, un petit roman aventure avec des jeux. Vraiment, les dessins sont extra. Ensuite, pour les un peu plus grands, mais toujours en jeunesse, j'ai Le Complot des Dragons qui va sortir chez Nathan en septembre, qui est une histoire de complot de dragons qui se passe dans le même monde que Le Sorcier de Mondru, mais qui n'est pas une suite, absolument pas. Ce sont les mêmes héros et qui vont vivre une autre histoire. J'ai reçu la couverture il y a 1 heure. Wow. Elle est magnifique, elle est vraiment très très chouette. Voilà pour la jeunesse. Et en adulte, j'ai ma sortie adulte, mon roman SF. Ça fait 3 ans et demi que j'ai rien sorti en adulte. Ouais. Donc je suis très heureux, très excité. Je vais être mort d'inquiétude et mort de trouille. Je pense, il sort en octobre. Donc je pense qu'à partir de septembre, je vais être très très stressé, parce que chaque sortie est stressante. J'imagine. Ouais. Mais c'est un roman que j'ai adoré écrire, des personnages que j'adore, une histoire que je trouve incroyablement, qui moi m'a incroyablement touché. Et j'espère que je vais réussir à toucher les lecteurs et les lectrices, parce que j'ai adoré. Et des fois on dit ça. Souvent on peut croire qu'on dit ça et que c'est pour faire genre, mais en fait non, c'est vraiment pas faire genre, parce que j'ai pris un plaisir de fou à l'écrire, vraiment. Bon. Voilà, j'espère que cette histoire va être bien accueillie, parce que c'est comme un bébé en fait à chaque fois, quoi. J'imagine. Tout à l'heure je disais, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de fortune, de célébrité, on s'en fout, quoi. C'est juste une question d'histoire qu'on a envie de partager, quoi. Donc ça, c'est octobre, ça sort aux éditions Fleuve. Je suis hyper fier que les éditions Fleuve j'imagine proposé de les rejoindre. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure. Voilà. Et puis après, en écriture, là, je suis sur plusieurs projets en parallèle, sur à la fois de l'adulte, de la jeunesse, du young adulte, différents formats aussi, peut-être bande dessinée. Ah, bien. Pareil. Ouais, c'est top. Et ça, une fois de plus, moi, je sais que je suis, c'est les mots. Je suis vraiment, c'est les mots qui m'animent et qui m'attirent. Et le fait de me confronter à un nouveau format, à une autre manière de raconter des histoires, moi je trouve ça génial. Je trouve ça, c'est apprendre. J'adore ça. Donc pas mal d'écriture cette année de différentes choses, différents âges, différents formats. Et les salons reprennent dans 10 jours, c'est-à-dire là, après la pause d'hiver. Parce qu'on finit tous les salons en décembre. Quand on fait de la jeunesse, c'est Montreuil, Oui. En général l'un des derniers ou le dernier. Et on arrive tous à Montreuil en disant j'en ai ras-le-bol, plus jamais, vivement que ça se termine. Et puis arrive fin février, et là on se dit j'en ai ras-le-bol d'être tout le temps chez moi, vivement que ça reprenne. J'imagine.
très heureux que les salons reprennent. Donc j'ai mis sur Insta là tout récemment la liste des salons. J'en ai pas mal. J'en ai 8 ou 9 rencontres là sur le premier semestre. J'en aurai aussi après pas mal sur le second semestre. Rapidement, je serai à Metz en tout début avril. Je serai en mars près de Lyon aux Oniriques de Mézieux. Pour la première fois, j'allais là-bas. Je suis très content. Je serai aux Imaginales au mois de mai. Je serai à Limoges en juin. Je serai à Créteil-en-Poche aussi en juin. Enfin voilà, j'ai pas mal de dates. Mais ça, elles sont toutes sur mon Insta. Ah si, puis je serai aussi en librairie à Fréjus fin avril. D'accord. Pour une fois, j'ai un peu dans le sud-est. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter à la librairie Charlemagne de Fréjus, donc je ferai une rencontre là-bas, une rencontre dédicace. Voilà, mais tout est sur Insta, donc beaucoup de salons et c'est chouette parce qu'en fait, autant j'adore vraiment être tout seul chez moi à écrire, c'est un vrai bonheur. Autant j'adore aussi discuter avec les gens Aller dans les salons. de ce qu'on lit les uns les autres. Donc ouais, j'aime beaucoup les salons et les dédicaces. D'accord, je comprends. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, parce que sur ta liste de romans, il y a des romans, jeunesse, SFFF, adultes, mais il y a aussi des nouvelles. En tant qu'auteur, le travail sur les nouvelles, comment tu le sens toi par rapport à tes autres écrits ? Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que c'est plus dur, plus facile ? C'est plus dur pour moi. J'ai l'impression que je suis pas un très bon novelliste. C'est pas le format qui m'attire le plus. J'en fais parce qu'une fois de plus l'exercice est intéressant, qu'on me propose, que je trouve ça chouette. Mais bon, je devrais pas le dire, mais je crois que c'est pas là où je suis le meilleur. Il y en a quelques-unes que j'aime vraiment beaucoup, mais ouais, j'ai du mal à être sûr de mes nouvelles. Non, parce que quand je les écris, je suis content de les avoir écrites, je les trouve chouettes. Je pense à Mon nom est forêt, notamment à une nouvelle, la dernière nouvelle que j'ai faite aussi pour les Imaginales. Mais non, je suis forêt, pardon. C'est bon, oui. Je suis forêt pour les Imaginales. J'ai beaucoup aimé. Une autre aussi pour les Imaginales, la dernière que j'ai faite, pareil, qui parle de mort pour changer. Et c'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimé écrire, mais je crois que je fais partie de ceux qui ont besoin d'un petit peu de temps, un peu de place avant d'installer une histoire. Et pourtant, tu vois, en jeunesse, j'y arrive. En jeunesse, une nouvelle, ça fait entre 20 et 40 000 signes en général. En jeunesse, un roman jeunesse, ça fait Le Clan du Chaudron, c'est 25 000 signes. Et je trouve que mes Clans du Chaudron, alors c'est pas à moi de juger, hein, et je chasse et je ne juge certainement pas, mais je trouve que mes Clans du Chaudron sont plus aboutis que mes nouvelles, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai un problème avec le format de la nouvelle, et peut-être que je me trompe complètement, mais ouais, j'ai peur de pas grand-chose en fait, sauf de la nouvelle. D'accord. J'avoue que c'est un exercice difficile. Nous, pour notre recueil, parce qu'on a fait un recueil de nouvelles avec mes camarades de promo, que j'ai d'ailleurs mis dans la bibliothèque de chez moi. Mélanie a été d'accord pour le mettre dans les rayons. Donc, si quelqu'un passe par la bibliothèque du 77, il y aura notre roman. Bref, pas notre roman, notre recueil de nouvelles avec mes camarades. Et c'est vrai que la nouvelle a été dure, en fait, parce qu'on était très nombreux. On était 47 à écrire une nouvelle pour notre recueil. Du coup, on a limité à 2000 mots environ. Nous, on parlait pas à l'époque encore en signes. On était des tout jeunes auteurs en herbe. Il y en a qui parlent, c'est plus rare, mais il y a des auteurs et des autrices qui parlent en mots. Majoritairement, je trouve qu'on parle en signes, mais il y en a qui parlent en mots. Faut qu'on prenne nos habitudes. Mais c'est vrai que pour écrire ma nouvelle, j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir, en fait. J'ai créé tout un monde derrière de science-fiction. Et il a fallu que je rédige ça à 2000 mots. Et j'ai trouvé ça super dur parce que comment mettre en scène des personnages, donner le temps de s'attacher à eux pour avoir envie de savoir la suite. Et puis, une nouvelle, qui dit nouvelle dit chute. Donc, il te faut un truc qui soit suffisamment percutant pour que ton lecteur, il soit figé sur la fin. Et c'est vrai que c'est super dur, en fait, en très peu de mots. Oui, vraiment. Et après, je sais pas quoi si. Et puis il y en a qui vont être très forts en nouvelles et moins forts en roman. Et ça, je pense qu'on a tous nos formats auxquels on est peut-être plus sensible. Et même moi, en tant que lecteur, je suis très peu lecteur de nouvelles. Je lis quasiment tout sauf des nouvelles. En fait, je lis parce que même de la poésie, tu vois, j'en lis un peu.
J'aime bien lire de la poésie. Je lis n'importe quel type de roman. Dès longs cours, je lis des romans jeunesse, je lis des romans adultes, je lis de la philo, même si je ne crois pas toujours ce que je lis, mais il y a juste la nouvelle que je ne lis pas. Peut-être que c'est dû à ça. D'accord. Justement, en parlant lecture, est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, à partager avec nous ? Conseil, j'ai commencé par le plus difficile. Conseil d'écriture, c'est écrire. C'est vraiment, faut écrire. Et écrire des choses différentes. Souvent, quand on commence, et moi-même je l'ai fait, c'est que on se dit waouh, je vais faire une saga en 53 tomes et ça va être génial. Mais en fait, je pense que pour apprendre, il faut surtout pas faire ça. Alors, déjà, les éditeurs sont très frileux par rapport à ça. Avec les jeunes auteurs encore plus. Ah ouais. Mais même moi, tu vois, si je vais voir un éditeur en disant je vais faire une série, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué les séries. Et pas que pour les jeunes. Faut vraiment être un énorme vendeur. Il y en a pas beaucoup des énormes vendeurs. Donc écrire des choses différentes parce que ça permet de. C'est les pierres dont je parlais tout à l'heure. Vraiment. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais le fait de terminer une histoire et d'en recommencer une autre, c'est là où je crois qu'on va plus reprendre ses bagages ou avoir des bagages un peu plus lourds et être mieux armé. Parce que c'est une histoire différente, parce qu'il va falloir refaire des nouveaux personnages, reconstruire une histoire. Et vraiment, il faut écrire des histoires différentes. Les concours de nouvelles sont vachement intéressants pour ça. La contrainte, je trouve que la contrainte, elle nous permet d'apprendre beaucoup. Donc les concours de nouvelles, franchement, il faut y aller. En plus, c'est un bon moyen de se faire connaître, je pense. D'accord. Après, faut pas hésiter à venir nous voir en salon. Alors, on peut pas relire. Des fois, il y a des gens qui me demandent est-ce que vous pouvez lire mon roman, mais en fait, on a beaucoup de boulot. Écrivain, c'est vraiment pas un métier de paresseux. On bosse comme des fous. Et puis, on peut pas lire tout ce que les gens voudraient nous envoyer. Mais par contre, on peut échanger 2-3 conseils. On peut, et ça, c'est un monde qui est plutôt sympa. Le monde des écrivains et des écrivaines imaginaire, c'est un milieu qui est vraiment sympa. Et on n'est pas avare de conseils, donc faut pas hésiter à venir nous voir en salon. Voilà, et puis ne jamais abandonner, ça vraiment. En conseil de lecture, il y a plein de livres que j'ai aimé récemment. J'en parle de temps en temps là. C'est Piranèse que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que je voulais le lire, de Susanna Clark, que j'ai adoré, vraiment adoré. En imaginaire, ça serait celui-là. Il y a un roman que j'ai lu ça fait 1 an, qui n'est pas d'imaginaire pour le coup, qui s'appelle Une vie comme les autres, qui a un pavé. Alors c'est pas d'imaginaire, c'est de la littérature générale, qui est d'une tristesse insondable, qui est très dur à lire, mais ça m'a fichu vraiment KO. D'accord. Un roman vraiment incroyable. J'ai lu un essai pareil il y a quelques mois qui m'a bien marqué. Je crois que c'est Le mythe de la virilité d'Olivier Gazalet. D'accord. Et je l'avais lu pour plein de raisons, mais je pensais vraiment pas que ça m'intéresserait en tant que personne. Je le lisais pas pour moi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Et je pense que tous les bonhommes devraient le lire et les femmes aussi, mais les bonhommes aussi. Ça vraiment, on apprend plein de choses. J'ai beaucoup aimé le lire. Et j'en suis ressorti meilleur, j'espère. Voilà, c'est ceux qui me viennent. Puis tiens, parce que tout à l'heure je disais que je lisais de la jeunesse. J'ai fini là en début d'année une série de 4 bouquins jeunesse. Hippalage. Alors le titre, je ne sais même pas si ça veut dire Hippalage d'ailleurs, mais c'est le tome 1, il a eu le prix Vendredi, qui est le concours de la jeunesse. D'accord. Et c'est Amour Chrome. C'est Sylvain Pathieu, l'auteur. Okay. Et c'est 4 tomes qui sont. Écoute, j'ai fini, notamment le premier, j'avais les larmes aux yeux, parce que je trouve que c'est d'une justesse. Ça part les années collège, puis après ça part au lycée. Et à la base, je l'avais lu pour essayer de faire, de leur filer à mon grand, qui les a tous dévorés lui aussi. D'accord. Et c'est une justesse sur cet âge-là, qui est plein de premières fois, plein d'interrogations, plein de tellement de choses. Et j'ai trouvé ça incroyablement bien. Donc vraiment, même pour les grands, alors pour les ados, je vous le conseille. Et pour les adultes, ça va leur rappeler peut-être l'ado qu'ils étaient.
quelles étaient. Et vraiment, j'ai pris un bonheur dingue, un plaisir dingue à lire cette série Hypalage de Sylvain Pathieu. Donc voilà pour mes dernières lectures qui m'ont vraiment marqué. Ah bah écoute, on prend note, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'ai juste, attends, excuse-moi, je vais juste rajouter un autre auquel je pense là, parce que c'est une collection que j'adore. L'été de la Reine Bleue, Estelle Faye. Estelle Faye. Toujours, c'est très court, 50 000 signes en nombre de pages, 50 pages d'ailleurs. J'ai adoré. L'été de la Reine Bleue, c'est un super petit roman. Voilà. Et là, j'ai vraiment fini mes histoires de bouquins. Ok, t'inquiète, pas de souci. Si maintenant on te cherche, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, pour le moment, sur Insta et sur Facebook, je me pose des questions, comme peut-être beaucoup de monde, de me barrer de ces réseaux sociaux. C'est compliqué parce que le réseau social, ça permet quand même d'être en lien. Et ça, c'est un truc que je suis pas très fan des réseaux sociaux à la base. Mais n'empêche que j'ai régulièrement des lecteurs, des lectrices qui m'envoient des messages et je trouve ça assez précieux. Ouais. Donc je suis embêté entre le fait que je voudrais bien me barrer de là parce que pour des raisons de valeur, etc. Parce que je ne partage pas du tout ce que font les gens à la tête de ces réseaux sociaux en ce moment, encore plus qu'avant. Donc pour l'instant, j'y suis. Je ne sais pas combien de temps, mais pour l'instant, en tout cas, j'y suis. Donc on peut m'y trouver. Je mets mon actu. Alors je ne suis pas le plus bavard du tout sur les. Enfin, je poste pas tous les 4 matins, loin de là. Des fois, j'ai passé 2 mois sans rien mettre. Voilà. Mais quand j'ai des actus, elles sont là. Ok, sinon juste entre parenthèses, je crois qu'il existe un nouveau réseau qui s'appelle Substack. Je crois que c'est ça. Il y a Catherine Roland, une autrice que j'avais interviewée l'année dernière, qui fait sa newsletter en passant par ce réseau social. Et en fait, on peut envoyer la newsletter et également avoir une sorte de feed comme sur Instagram. Ah, bah je regarderai. Et il semblerait que ce soit détaché de ce genre de choses que véhicule Instagram. Ah bah écoute, merci beaucoup. Je vais regarder ça. Voilà, c'était juste pour info. Ouais, voilà. Ça marche. Bon, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as une dernière chose à partager ou tu nous as déjà tout dit sur toi ? Ouais, sur moi j'ai tout dit, puis c'est pas le plus intéressant. Mais non, juste lire. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte qu'on a une chance incroyable d'aimer lire. C'est les voyages dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permet de vivre plein de vies. Ça nous permet aussi, je crois, d'être de meilleures personnes, parce que quand on va lire une histoire sur je vais dire n'importe quoi, mais sur Auschwitz, quand on va lire une histoire sur la condition des femmes, quand on va lire une histoire sur les choses horribles qui ont pu être faites, quand on lit des histoires sur les choses incroyables aussi qu'on peut faire, je crois que ça nous ouvre l'esprit, le cœur, l'âme, et qu'on devient je pense qu'on peut devenir des personnes meilleures en lisant. Donc c'est au-delà du plaisir que l'on prend à lire, je crois que ça nous aide aussi à être de meilleures personnes. Donc continuons à lire, continuons à partager notre amour de la lecture, et c'est déjà assez incroyable. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci David d'avoir été mon invité. Je suis ravie de t'avoir reçu. Il est tard. Voilà, je ne sais plus parler français. Il est tard, oui. Non, merci à toi pour l'invitation. C'était très chouette. Le chant des géants et la princesse au visage de nuit ont rejoint ma palle. Et ouais. Ah, super. J'espère que tu aimeras. Bah écoute, ils y sont. J'ai hâte de les lire, effectivement. Donc, je le dirai sur le podcast quand je les aurai lus. Je ferai ma chronique. T'inquiète. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver David sur sa page Instagram, @David_8Brie. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.